Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le 24e webinaire du projet AfroCov en collaboration avec le projet Ariakov. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du séquençage dans la riposte à la pandémie de Covid-19. Et pour cela, nous avons deux présentations. La première avec Dr Benoît Vissot qui est ici, virologue au laboratoire de virologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, et une présentation sur technologie de séquençage, épidémiologie moléculaire et nouveaux variants. Donc merci à toi Benoît de nous faire l'honneur une nouvelle fois de nous accompagner dans ces webinaires. Et puis on attend aussi la venue incessamment sous peu, on l'espère. Pour moi, il a des problèmes de connexion, le professeur Placide Mbala, qui est responsable du département d'épidémiologie de l'unité des fièvres hémorragiques virales et de l'unité de séquençage à l'INRB à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Et donc lui, s'il arrive à se connecter, il nous parlera de l'apport du séquençage dans le tracing des chaînes de transmission, avec l'exemple d'Ebola en RDC et les perspectives pour le Covid-19. Donc voilà, je vous rappelle donc le projet AfroCov, c'est un projet financé par l'AFD qui vise l'appui des hôpitaux à la riposte opérationnelle face au Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre, et qui est sous l'égide de la SAPI, la Société africaine de pathologie infectieuse, l'INSERM et le Reacting, PAXI à Lima, l'Université de Bordeaux. Peut-être donc Caroline, si tu veux dire un mot ou deux sur le projet Ariakov, je te laisse la parole. Merci Mathias. Bonjour à tous. Donc, on s'associe avec le projet AfroCov pour ces webinaires. Le projet Ariakov, c'est un projet d'appui à la riposte africaine dans 6 pays, à la riposte, excusez-moi, pardon, d'appui à la riposte à l'épidémie de Covid-19 dans 6 pays d'Afrique, que sont le Sénégal, la Guinée, le Bénin, le Ghana, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et on a 3 composantes, dont une qui vise à renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires partenaires, une autre de mise en œuvre d'enquêtes de séroprévalence et une troisième composante de sciences humaines et sociales. Le projet est coordonné par l'IRD à l'UMI Transvimi de Montpellier. Parfait. Donc, je vous rappelle que ce webinaire dure en moyenne 1h30 avec 3/4 d'heure à 1 heure de présentation, et puis une demi-heure où vous pourrez poser vos questions directement, enfin pas directement, donc via le chat de l'outil GoToWebinar, et que je poserai ensuite au présentateur. Alors, du coup, pour des raisons de simplicité, je vais couper ma webcam carrément parce que je ne suis pas sur une connexion très performante et j'ai peur que ça gêne. Et puis dans ce cas-là, je démarre. Donc bonjour à tous et puis merci beaucoup de m'accueillir ici pour parler un peu de tout ce qui est séquençage et épidémiologie moléculaire autour des variants et du SARS-CoV-2. Donc je vais faire d'abord une première introduction sur le séquençage lui-même. Qu'est-ce qu'on a comme technologie de séquençage à notre disposition pour le SARS-CoV-2 et qu'est-ce que, lesquels choisir entre guillemets non, parce que les choix sont complexes et ça dépend des contraintes et des utilisations locales, mais on a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui, donc j'essaie de faire un petit tour d'horizon rapide de tout ça. Donc j'ai d'abord une première très rappel sur la technologie de séquençage classique, qui est la technologie de Sanger, qui a un avantage, c'est qu'on a l'habitude de la faire dans beaucoup d'hôpitaux pour le VIH, par exemple, ou l'hépatite C, des choses comme ça, pour le suivi des traitements et détecter les résistances. Le défaut, c'est qu'on ne séquence qu'un seul et unique brin, assez long, de 600 à 1000 nucléotides, mais on ne va pas séquencer un génome complet comme ça, parce que typiquement, il faudrait faire, à coup de 1000 nucléotides, il faudrait faire 30 fragments Sanger pour avoir un séquençage du génome complet du SARS-CoV-2, qui serait beaucoup trop chronophage et coûteux en fin de parcours. C'est donc quelque chose de très ciblé, et un des gros défauts du Sanger, c'est qu'on n'obtient que l'amplicon qu'on a ciblé et une soupe de toutes les souches. S'il y a plusieurs souches qui coexistent, si on a trop, on n'arrivera plus à interpréter le signal, donc c'est vraiment limité à des choses assez propres d'emblée. Est apparu après le séquençage d'une nouvelle génération, le Next Generation Sequencing, NGS, qui lui fait des fragments qui sont souvent très très courts. Par contre, il est capable d'en générer
des milliers, voire des millions pour un seul échantillon, et il les séquence tous un par un individuellement. Donc ça a plein d'avantages, notamment on peut faire sans a priori, c'est-à-dire qu'on séquence tous les acides nucléiques présents dans l'échantillon sans faire d'amplification ciblée. Ça, on ne va pas utiliser pour le SARS-CoV-2, parce que je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas bien. Le défaut, c'est que c'est souvent considéré comme coûteux, on en reparlera, car finalement, il y a des nouvelles technologies qui permettent de faire baisser considérablement les coûts, et par contre, ça reste souvent complexe à analyser, c'est-à-dire qu'il faut des compétences de bioinformatique un peu poussées. Mais là aussi, pour le SARS-CoV-2, maintenant, il y a des pipelines qui existent, donc des logiciels qui existent, qui sont vraiment clés en main. Vous mettez vos fichiers de sortie du séquenceur et ça vous rend directement la séquence prête à regarder. Donc ces deux points-là sont de moins en moins vrais. L'autre défaut du NGS, c'est que c'était souvent des grosses machines extrêmement complexes, réservées donc à la recherche, à la fois parce que ça coûte extrêmement cher, à la fois parce que c'est très technique en termes d'interprétation bioinformatique, et puis à la fois en termes de délai, c'est des techniques qui sont souvent longues à préparer et à analyser. Les premières technologies, par exemple, ça c'est donc la technologie Illumina. Moi, je sais que le record du monde pour préparer une librairie et obtenir la séquence pour des techniques complexes comme sans a priori, c'est Mondor qui le détient. Enfin, il y a peut-être d'autres qui font aussi rapide, voire mieux, mais à Mondor, je sais qu'ils arrivent à obtenir une réponse entre l'arrivée du prélèvement et le résultat final en une semaine, mais c'est une semaine de techniques compressées avec des serveurs qui travaillent la nuit, etc., etc. Donc c'est assez long et incompatible du coup avec le diagnostic clinique le plus souvent, donc c'était assez peu utilisé en diagnostic. Mais encore une fois, tout ça est en train de changer, d'une part parce que les technologies en amont et en aval de la machine se simplifient, et puis il y a encore de nouvelles technologies de séquençage beaucoup plus simples qui apparaissent. Donc là, je vais en parler beaucoup d'une parce que je la trouve très sympa et elle a plein d'avantages. C'est pas la seule qui est utilisée pour le SARS-CoV-2, pas forcément celle qui est utilisée partout, mais elle est extrêmement séduisante parce que ne serait-ce que le séquenceur en lui-même devient une clé USB. Donc voilà le séquenceur haut débit ici qui s'appelle le Mignon. Vous avez une espèce de puce que vous fixez sur un tout petit adaptateur qui est connecté à un PC. Donc en termes d'investissement matériel, c'est quand même très léger. Et dans cette puce, vous avez ici une petite fenêtre dans laquelle qui contient des ports, donc environ 1200, 1400 ports. Et chaque port est capable de faire rentrer un brin d'acide nucléique. Et au moment où le brin passe, il y a une différence de potentiel qui se crée au niveau du port et qu'on peut lire individuellement pour chaque port. Et à partir de la force et de l'image de cette différence de potentiel, l'ordinateur est capable de retracer si ce qui est en train de passer est un A, un T, un C ou un G. Donc c'est extrêmement simple. Le gros avantage, c'est vraiment ça, c'est qu'on peut séquencer absolument n'importe où. Donc ça devient beaucoup plus sympa de travailler au fin fond des sous-sols de Bichat, par exemple, en ce qui me concerne. On peut aller séquencer au soleil. Il y a même des machines, il faut quand même encore une camionnette pour pré-traiter l'échantillon avec une petite centrifugeuse, des choses comme ça. Même cette étape-là se simplifie et ça devient de plus en plus, on peut travailler ça en pleine campagne, en brousse, dans la montagne, où on veut. Donc ça devient assez sympa. Il développe d'autres technologies, enfin d'autres formats. Ça, c'est le format Mignon, donc une puce sur un PC. Ça, c'est le format Gridion, où là, on peut mettre 5 puces et le PC est compris dedans, avec une puissance de calcul extrêmement forte, parce que c'est aussi une limite. Il faut quand même un PC qui est vraiment costaud. C'est pas le PC simple de bureau. Et puis, il développe carrément le format encore plus grand. Quand on peut le faire pour 5, on peut le faire pour 48. Et à l'inverse, ils vont jusqu'au bout du délire où ils font même un format qui n'est que prototype. Ça n'est pas disponible aujourd'hui et je pense que ça ne le sera pas dans très très longtemps. Mais ils font même un petit format qu'on peut brancher sur un smartphone en théorie. Mais là, il y a trop peu encore de ports pour que ce soit utilisable en pratique, mais ils vont très 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 loin et ils commencent à pouvoir séquencer tout n'importe où dans des délais, on va le revoir, qui sont assez courts. Donc si vous ne connaissez pas le film Bienvenue à Gattaca, je trouve qu'on s'en rapproche de plus en plus dans ce film où ils sont capables de séquencer tout le monde en quelques secondes pour savoir et interpréter le signal pour savoir quel est le patrimoine génétique. Donc c'est la grosse avantage de cette technologie par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier les autres, elles ont encore beaucoup d'utilité, loin s'en faut. Mais celle-là, c'est qu'elle est faisable n'importe où et pour un coût d'investissement matériel qui est quasi nul. Donc voilà, les technologies de séquençage évoluent très vite et avec un séquençage Mignon, on va en reparler, mais on peut préparer une librairie et obtenir une séquence en 2 jours de travail tout compris. Donc ça commence à être extrêmement facile et extrêmement rapide. Le second problème qu'on a, et là c'est plus un problème biologique, c'est de pouvoir trouver le génome viral dans notre échantillon.
et c'est toujours compliqué quand on veut séquencer avec cette technologie-là pour un virologue, parce qu'on est en train de chercher une aiguille dans une immense botte de foin. Un virus, c'est tout petit, ça va à 10 000 nucléotides pour le VIH, 30 000 pour le SARS-CoV-2, 100 000 pour les virus herpès. Il y a des virus qui descendent de 3 000 nucléotides, donc des choses toutes petites, et vous voyez que si on prend une seule cellule humaine, donc on est déjà sur du 3 milliards de bases. Si on prend une cellule bactérienne comme Escherichia coli, on est sur du 5 millions. Donc dès que vous éclatez une cellule humaine ou une bactérie, vous noyez complètement votre virus au milieu de plein de nucléotides qui ne sont pas du tout viraux, donc qui ne vous intéressent pas a priori dans ce que vous voulez faire. Donc si vous séquencez tout, en règle générale, on a beaucoup de mal à trouver un virus et à le séquencer en intégralité. On peut le faire dans certaines conditions qui sont extrêmement compliquées techniquement, mais globalement, le principal jeu qu'on a, c'est de se débarrasser de tout le reste pour ne garder que le virus et ne séquencer que le virus. Sinon, vous aurez beau séquencer des milliards et des milliards de nucléotides, vous n'allez séquencer que l'humain qui est dans votre échantillon et pas du tout le viral qui s'y trouve, qui est caché dessous. Donc, pour essayer de choper le virus et de nettoyer le reste, il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est la capture. Donc là, on va utiliser des sondes de capture, c'est-à-dire des amorces qui contiennent, enfin qui vont se matcher avec le génome d'intérêt. Ah, il y a un peu de bruit parasite, pardon. Donc vos sondes vont pouvoir se matcher avec le génome d'intérêt. Donc là, vous allez faire plein de petites sondes qui sont en fait des amorces, rien de plus, qui vont reconnaître tout le génome viral. Donc vous allez prendre toutes les séquences de 30 par 30, 50 nucléotides de tout le long du génome du SARS-CoV-2. Vous allez découper ça en petits morceaux, rajouter une biotine en bout de vos amorces pour pouvoir les attraper après, mélanger ça à votre échantillon. Du coup, le SARS-CoV-2 va se faire accrocher par ces amorces et vous allez pouvoir après, grâce à ces petites billes ici, recapturer la biotine, fixer ça par un aimant, laver votre échantillon pour vous débarrasser de tout le reste et in fine, vous n'aurez plus que le génome viral et vous n'aurez plus tout le reste qui vous gêne. Du coup, vous allez pouvoir séquencer que le viral et avoir tout le viral que vous allez capturer par ces amorces. C'est un peu l'idée. Ça marche bien, c'est très efficace, ça permet de faire plein de choses parce que ces sondes, on peut en mettre beaucoup différentes à la fois, ça ne gêne pas, donc on peut séquencer plein de trucs. Il y a par exemple des techniques de séquençage prévues pour le SARS-CoV-2, mais qui ont rajouté des sondes de tous les virus respiratoires, et donc qui permettent sur le papier de séquencer tous les virus respiratoires de l'échantillon, pas que le SARS-CoV-2. Le défaut, c'est que c'est très lourd, très lourd et très long, les techniques de lavage sont longues, il faut beaucoup d'étapes, beaucoup de lavage, donc en gros, vous en avez pour 2 à 3 jours minimum, juste pour faire cette capture et préparer la librairie de séquençage. Donc c'est long, chronophage, et in fine assez coûteux parce que vous utilisez beaucoup de petits matériels plus le temps technicien. Une autre méthode qui est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui pour le SARS-CoV-2, c'est le tuilage. Plutôt que de se débarrasser du reste, on va amplifier le virus pour n'avoir in fine quasiment que du virus dans l'échantillon. Et pour ça, on utilise la bonne vieille PCR, un peu comme on le ferait avec du Sanger, sauf que là, au lieu de faire un seul amplicon d'une taille adaptée, on va faire plein d'amplicons différents qui se superposent les uns aux autres. Donc on fait, voilà, on design des amorces qui vont permettre de séquencer des petits bouts de différentes tailles. Donc ça dépend de la technologie que vous utilisez derrière. Si vous faites de l'Illumina, il ne faut pas que vous dépassiez 150 paires de bases, donc ça fait beaucoup d'amorces. Si vous faites du séquençage plutôt par technique mignon, nanopore, comme je vous ai montré, la technique recommandée aujourd'hui fait des tuiles de 400 paires de bases. Il y a une technologie qui est en train d'apparaître, enfin des nouvelles tuiles qui sont en train d'apparaître, qui feraient des tuiles de 1200 paires de bases, qui simplifie un peu la manipulation de l'échantillon, puisqu'il y a moins d'amorces, et c'est plus facile bioinformatiquement après. Mais déjà, rien que les tuiles à 400 paires de bases, ça c'est ce qui est utilisé depuis le début, ça marche très bien. Le défaut, c'est qu'il faut séparer les tuiles. Vous voyez, quand vous faites un pool avec les tuiles, on va dire paires, ou un pair, 1, 3, 5, etc. Et un pool avec les amorces paires, pardon. Hop, je recommence. 1, 2, 4 et 6. Et on ne peut pas mélanger toutes ces amorces en une seule fois parce que sinon, cette amorce qui est ici répondrait à l'amorce qui est là et vous n'amplifieriez que ce fragment-là et très peu du fragment qui sont entre les deux. Donc, il y a des espèces de compétitions qui se font avec les fragments ultra courts des amorces qui se répondent. Donc, pour éviter ça, on les sépare. Vous faites un pool avec ici les pairs, ici les impairs, par exemple, ici les pairs. Vous faites 2 amplifications séparées, puis vous remélangez à la fin et vous séquencez le mélange. Donc, c'est pas très compliqué. C'est juste finalement 2 PCR avec plein d'amorces mélangées.
et ça marche très très bien. C'est peu complexe, il y a peu d'étapes parce qu'il n'y a pas de lavage à faire, c'est des lavages qui sont très compliqués. Par contre, ça marche bien pour le SARS-CoV-2 parce qu'on me redira, le SARS-CoV-2 n'est pas un virus qui varie beaucoup, qui mute beaucoup, donc c'est facile de faire des amorces comme ça. Pour le VIH ou l'hépatite C, qui sont des virus ARN classiques avec énormément de mutations, c'est impossible de trouver autant d'amorces qui se fixent sur tous les sous-types viraux. Donc on n'arrive pas à avoir de technique de ce type-là pour ces virus trop mutants. Mais le SARS-CoV-2 s'y prête parfaitement. C'est ce principe-là qui est utilisé dans ce protocole, qui est disponible en ligne, le protocole low cost, qu'on appelle le protocole Arctic. Donc si vous allez sur ce site internet, vous trouvez absolument tout. Le lien vers le protocole qui vous détaille étape par étape comment on réalise le séquençage, avec tout le matériel qui vous liste le matériel, qui vous liste les étapes, les temps d'attente, etc., etc. Vous avez aussi la liste des amorces prêtes à l'usage. Il faut les commander évidemment, mais vous avez la liste des amorces, il n'y a plus qu'à déposer la liste sur un site qui les produise. Et je crois que même maintenant, il y a un lien vers des poules d'amorces tout prêts qu'on peut commander tout prêt, ce qui vous évite d'avoir à vous commander 200 amorces d'un coup, ce qui coûte quand même assez cher. Vous pouvez commander d'emblée le pool tout prêt à l'usage sans avoir à vous complexifier la vie. Donc ça a été mis à disposition extrêmement rapidement. Je ne sais plus s'il y a la date là-dessus. Ça, c'est la version de août, mais ça a été mis, c'est la version 3. Mais la version 1 a été mise très très vite. Ça a dû être fait en mars ou début avril. Et donc, dès le départ, les scientifiques ont mis à disposition de tout le monde des protocoles tout prêts à l'usage pour séquencer ce virus relativement simplement. En parallèle, il y a aussi des sites comme Gisaid et Nextstrain qui ont été mis en place et qui permettent de colliger facilement les séquences. Donc, si vous avez séquencé des génomes complets de SARS-CoV-2, vous pouvez aller sur ce site, déposer vos séquences en quasi quelques clics, parce que c'est pas tout à fait aussi simple que ça, il y a quand même des données à renseigner, des choses comme ça, mais vous pouvez déposer vos séquences pour les mettre à disposition de tout le monde et permettre à chacun d'avoir en temps réel une représentativité de l'ensemble de l'épidémie de SARS-CoV-2 telle qu'elle évolue. Juste une idée du coût, parce que c'est toujours facile de dire que ça marche relativement simplement et que ça coûte pas trop cher. Donc là, je me suis basé sur le prix du protocole Arctic, avec juste un problème, c'est que la puce Minion coûte assez cher, elle coûte 1000 €. Et donc, une façon extrême, 1000 € plein pot. Quand on fait du Covid et qu'on fait un grand sourire à Nanopore pour le Covid, ils vous la font à prix cassé, donc ça coûte plus que 500 €, 450 pour être précis. Mais globalement, ça coûte quand même très cher. Et donc, une façon de gagner beaucoup d'argent par rapport à faire une puce, un patient, c'est de déposer sur chaque puce plusieurs patients à la fois. Et ça, c'est fait grâce au barcoding. C'est-à-dire que vous prenez vos échantillons pour le patient 1, le patient 2, le patient 3, etc. Vous prenez le mélange du patient 1 et vous rajoutez avec une ligase des amorces de chaque côté qui ont une séquence particulière. Je vous dis n'importe quoi, ATGC pour le patient 2, d'autres amorces, ACC pour le patient 3, d'autres amorces, GC. Du coup, ce qui fait que chaque fragment de vos patients est identifié à chaque extrémité par une séquence qui lui est propre. Vous pouvez mélanger tout ça, déposer sur la puce, et après, c'est l'ordinateur qui fait le tri. S'il voit ATCG, il vous le met dans un fichier spécifique patient numéro 1, etc. Donc, cette technique du barcoding permet de déposer sur une seule puce énormément de patients à la fois et de faire beaucoup baisser les coûts. Donc là, si on prend le coût d'extraction, on va dire grosso modo 5 € pour les réactifs, je ne parle pas des machines. Amplification, on va être sur les 3-4 €. Le barcoding, pour un barcoding à 24, c'est-à-dire que je dépose 24 échantillons à la fois sur la puce, donc j'ai 24 barcodes différents. Ça coûte 4,2 € par échantillon. Une fois que vous faites la librairie, donc la librairie, ça coûte 100 €, mais divisé par 24, on est à 5 € par échantillon. Et puis du coup, 1000 € divisé par 24, on est à 41 € pour la puce, ce qui nous fait un total à 58 € par échantillon pour le génome complet du SARS-CoV-2. C'est un prix un peu maximaliste, parce que maintenant, il y a un barcoding qui permet de barcoder à 48, voire à 96. Donc vous pouvez diviser ce coût-là par 4 et arriver sur du 10 € si vous barcodez à 96. Je n'ai jamais essayé personnellement. Pour l'instant, c'est tout neuf, le barcoding à 96. Nous, à Bichat, on barcode encore à 24. Et on va tester le barcoding à 48, mais déjà à 48, si on divise par 2 ce prix-là, c'est quand même pas mal. Si vous le divisez encore par 2 parce que vous avez une puce à 450 € pour le Covid versus 1000 €, vous divisez encore le prix par 2. Et si vous pouvez utiliser 2 fois votre puce pour 2 librairies successives, ce qui est possible maintenant qu'on peut barcoder plus, vous allez encore diviser le prix et vous arrivez à descendre, quand c'est bien optimisé, en dessous des 20 € par échantillon. Donc, ce qui est un coût qui devient raisonnable et presque moins cher que de faire du sangleur.
Donc voilà un peu une idée pour le coût global, sachant que c'est vraiment dépendant de toutes ces étapes d'optimisation. Et c'est vrai pour le nanopore, si vous voulez séquencer avec les technologies de capture sur Illumina, le prix va être un peu différent. On va dire que ça va s'échelonner. Les centres extrêmement performants, les grosses plateformes qui sont suréquipées arrivent à descendre en dessous des 30-40 euros. Mais pour un centre qui n'est pas suréquipé, ça va facilement à 70-80 euros, voire 100-150 euros. Donc, ce n'est pas les mêmes prix. Maintenant qu'on peut séquencer et que depuis le début, on séquence beaucoup, on va essayer de se pencher un peu plus sur les mutations du SARS-CoV-2 et comment ça évolue. Donc ça, c'est une petite slide que je pique à Emma Hodcroft, qui est responsable de NextTrain et qui centralise avec GISAID et analyse les données qui sont déposées par tous les scientifiques du monde entier. Ils avaient, au 15 décembre 2020, 230 000 séquences soumises sur leur site internet, ce qui est monstrueux. Je ne suis même pas sûr qu'on ait autant de séquences génome complet du VIH disponibles, par exemple. C'était au 15 décembre. Aujourd'hui, ils ont dépassé les 500 000, je crois. Donc ça n'arrête pas d'augmenter et le nombre de séquences faites de par le monde n'arrête pas d'augmenter. Alors, il y a quelques biais, notamment la moitié de ces séquences sont des séquences anglaises. Les Anglais sur-séquencent comme des fous furieux. Le reste du monde, beaucoup moins et trop peu. Qu'est-ce que ça me donne? Voici l'arbre qu'on obtient lorsqu'on travaille sur seulement 4000 séquences. Ça, c'est l'arbre qu'on peut retrouver sur le site de GISAID, qui est un arbre qui est préparé tous les jours et remis à jour tous les jours par GISAID et NextTrain et qui sélectionne 4000 séquences pour être représentatif de la diversité des 200 ou 500 000. Parce que si on affichait 200 000 séquences, on ne verrait plus rien. Donc là, voilà l'arbre, on va dire, représentatif de toute la diversité du SARS-CoV-2 avec plein de systèmes de classification différents. Donc là, vous avez les GISAID claims que j'aime pas beaucoup. Une classification qui me parle beaucoup plus, c'est les 19A, 20A, etc. C'est beaucoup plus facile à comprendre. 19A, c'est le premier lignage qui a émergé en 2019. 19B, le deuxième en 2019. 20A, le premier en 2020, etc. Donc, c'est beaucoup plus compréhensible. Et vous voyez que voilà, les séquences qui tournaient en 2019, peu ou prou, ont quasiment disparu. Il y en a encore, notamment du 19B, mais le 19A, on n'en trouve pratiquement plus depuis octobre. Et puis, à l'inverse, vous avez plein de séquences, tout un groupe qui a émergé à ce niveau-là. On reparlera du pourquoi dans pas longtemps. Et qui a pris le pas, toutes les séquences qui ont émergé en 2020. Donc ça, c'est l'art de les classer. Mais ça, c'est quand on regarde cet arbre-là, les séquences sont positionnées par rapport à la date de prélèvement. Donc vous avez toujours l'organisation, c'est par rapport au nombre de mutations qu'elles ont en commun. Par exemple, les séquences qui sont autour de ce nœud-là ont beaucoup de mutations en commun et ont très peu de mutations les unes par rapport aux autres. Beaucoup moins que si je regarde une séquence ici avec une séquence ici, où il faut aller chercher très loin dans l'arbre l'ancêtre commun. Donc plus il faut que je remonte loin dans l'arbre, plus il y a de mutations différentes qui les opposent, et plus ils sont différents. Donc ça, c'est comme ça que l'arbre s'organise. Et par contre, le point est positionné ici par rapport à la date de prélèvement. Si on regarde une autre représentation, où là, cette fois-ci, le point est positionné par rapport au nombre de mutations par rapport à l'ancêtre commun, on voit qu'il y a très très peu de mutations. Je rappelle, le SARS-CoV-2 fait 30 000 paires de bases dans tout son génome. Et la séquence la plus divergente, ça c'était mi-décembre, c'est celle-ci, elle avait 32 mutations par rapport au génome de départ, à l'ancêtre commun à tout le monde. 32 mutations sur 30 000 paires de bases, c'est absolument rien pour un virus ARN. Encore une fois, le SARS-CoV-2 est un virus qui mute, mais qui mute très 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 peu par rapport aux autres virus ARN. Bon an, mal an, si on représente cette fois-ci, vous avez ici le nombre de mutations sur cet axe-là, et là, la date d'échantillonnage. Vous voyez que ça permet de voir le nombre de mutations qui s'accumulent dans le temps, et que ce nombre de mutations accumulées dans le temps est globalement constant, suit une droite, avec certaines souches qui mutent plus vite, d'autres qui mutent plus lentement, mais globalement, on a une droite à peu près constante, et que le taux de mutation du SARS-CoV-2, c'est 2 mutations par mois sur les 30 000 paires de bases. Donc encore une fois, pour un virologue qui vient du monde des virus ARN classiques, c'est ridicule. 2 souches VIH, si elles ont moins de 10 à 50 différences sur leurs 10 000 paires de bases, pour moi, c'est la même bête. Pour le SARS-CoV-2, c'est le pire de ce qu'on peut trouver en termes de différence. Donc un virus qui mute, mais qui mute très lentement. Si on calque sur la carte la distribution des virus et des clades, on voit qu'il y a une distribution qui est quand même géographiquement un peu différente. Le 20C est très américain, typiquement, etc., etc. Si on fait la même chose sur l'arbre, vous voyez qu'il y a des régions de l'arbre qui sont très nord-américaines, d'autres qui sont plutôt africaines, d'autres qui sont plutôt européennes, mais plus mixées. Là, on a une branche européenne plus propre avec beaucoup moins d'autres choses que de l'Europe.
des branches asiatiques un peu partout, etc. Donc il y a quand même une distribution de certaines lignées virales qui sont plus propres à certaines régions, mais ce n'est pas non plus extrêmement clair. Donc voilà un peu pour l'épidémiologie globale. Et après, le problème des nouveaux variants, sachant que, juste un rappel, l'émergence de nouveaux variants n'est absolument pas nouveau. Le tout premier qui a émergé, c'était en février 2020, donc c'est absolument pas neuf. C'était un variant qui portait cette mutation D614G. Vous voyez qu'il a été détecté vraiment, enfin, il a émergé un petit peu avant, mais c'est vraiment en février qu'on s'est rendu compte qu'il prenait beaucoup de place. On ne s'en est pas rendu compte en temps réel parce qu'on n'est pas encore à les habitudes de séquençage qu'on a maintenant. Et vous voyez qu'en l'espace de un mois, il est devenu complètement majoritaire, et puis après, il a mis un peu plus de temps à éradiquer dans le reste du monde les autres souches. Mais typiquement pour moi en Europe, à partir de fin mars, on n'avait plus que cette mutation G en 614, on n'avait plus du tout des souches historiques. Donc ça s'est fait très vite, et il a pris la place très très vite. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Il y a deux explications possibles. La première, c'est de dire que les patients qui ont la mutation D614G excrètent beaucoup plus de virus, et effectivement, la description qui a été faite dit que les patients avec une mutation G excrétaient beaucoup plus de virus que les autres. Enfin, vous voyez, quand on regarde la différence de CT entre les populations D et G, il y en a une petite, mais elle n'est vraiment pas impressionnante. Donc oui, c'est statistiquement significatif, mais enfin, c'est pas, à mon avis, cliniquement intéressant. Ce qui est plus fort, c'est l'affinité de la souche pour le récepteur ACE2. Quand on a un G en position 614, on a une affinité augmentée de 6,5 fois ici sur ce modèle-là pour la CE2, sur cet autre modèle-là de presque 3 fois. Donc effectivement, la mutation G permet au virus de se fixer beaucoup plus facilement et beaucoup plus fort en récepteur ACE2, donc a priori d'être plus transmissible que les autres. Donc c'est ça qu'on retient comme principale raison de l'émergence et du fait que cette mutation ait supplanté tout le reste en espace d'un mois ou deux. Ça, c'est une petite vidéo, si j'arrive à la passer, sur l'émergence de 614G pour montrer à quel point c'est rapide. Donc c'est pareil, c'est extrait du site GISAID. En jaune, c'est le G, en vert, c'est le D. Et là, c'est animé en temps réel. Donc là, on voit au début de l'épidémie, voilà, ça va partir, c'est parti. Donc on n'avait que des D en 614. Donc là, on est en janvier, février. Et puis dès février apparaissent ce G, un peu en Europe, un peu en Chine. Et vous voyez que là, on débute le mois de mars. Déjà au mois de mars, en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, en Afrique aussi, on ne voit plus que le D. Là, on arrive en mai, et même là, en mai, il reste encore un peu de D en Asie, mais même là, c'est en train de disparaître. Et là, c'est fini, on n'a plus que du D. Donc ça va extrêmement, que du G, pardon. Donc ça va extrêmement vite, et cette mutation-là a pris le pas très très vite sur les autres. Et donc, quand on regarde dans l'arbre, vous voyez que toutes les souches qui s'appellent 20 s'expliquent par cette mutation D614G. Il n'y a que les souches 19, historiques, asiatiques, principalement, qui ont du G. Juste pour rappeler, c'est très compliqué, mais je ne vais pas aller dans le détail, juste pour rappeler qu'on ne parle que de la D614G, mais ces variants qui portaient cette D614G avaient aussi d'autres mutations ailleurs sur le génome viral. C'est donc un variant qui a pris le pas, on l'a suivi ici par la D614G, mais retenez qu'il y a aussi d'autres mutations avec, et que tout ne s'explique pas forcément que par la mutation dans la spike. Maintenant arrivent de nouveaux variants, il y en a 3 qui sont d'intérêt principalement aujourd'hui. Celui qu'on va appeler le 501V1, qui est le variant anglais, qui donc prend le pas sur l'arbre dans cette région-là. Donc cet arbre-là est colorié par rapport à la mutation 501, les Y, qui est la nouvelle mutation, sont en bleu, et le N, qui est l'ancien acide aminé, est en vert. Vous avez le variant V2, qui est le variant sud-africain, qui est ici, et le variant V3, donc, qui est caché là, qui est caché là-dedans, mais qui au départ n'avait pas la 501. Ça, c'est pour la 501. Donc, même chose, quand on regarde la distribution aujourd'hui, on voit qu'il est présent partout. Il y a le foyer anglais ici, il y a le foyer sud-africain ici, et puis ça a essaimé de l'Angleterre dans toute l'Europe et du sud-africain un peu partout aussi. Et puis le variant brésilien qui apparaît tout doucement par là. Il y a aussi la mutation E484 qui, elle, est présente dans 2 de ces 3 variants, le variant sud-américain ici et le variant sud-américain là, donc c'est colorié en jaune ici. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ces 2 mutations? On va y revenir. Donc là, voilà, le foyer brésilien avec la 484, le foyer sud-africain. Par contre, le variant anglais n'a pas la 484. Il semblerait qu'il y a des premières souches qui ont été isolées en Angleterre qui commencent à la présenter, donc il soit lui aussi en train de sélectionner cette mutation-là en plus de la 501. Donc ces 3 variants, pourquoi est-ce qu'ils nous inquiètent tant que ça? Il y a 2 raisons. La mutation, on va en parler un peu.
Et puis, le fait qu'ils prennent le pas dans les niches écologiques où ils se trouvent. Donc là, vous avez le nombre de variants décrits pour le 501 dans la base. Donc, on voit que ça monte de manière exponentielle. Et en Angleterre, typiquement, là où il a été en premier, il représente la quasi-totalité des souches aujourd'hui. Le variant sud-africain, c'est pareil. Il monte dans la base de manière régulière. Et en Afrique du Sud, on ne trouve plus que lui. Et le variant brésilien qui monte lentement, qui n'avait que la 484 au début, et puis qui est maintenant à accumuler la 501 en plus, et qui lui aussi est en train de prendre complètement le pas et la quasi-totalité des souches, au moins dans certaines villes en Afrique du Sud. Le fait qu'ils augmentent tant que ça et qu'ils prennent toute la place écologique fait qu'on s'inquiète d'une capacité de transmission augmentée. Et c'est pour ça qu'on les suit en disant, là où ils débarquent, peut-être qu'ils vont augmenter la fréquence de l'épidémie ou provoquer des réinfections ou pas au caisse. Ça, c'est la carte du variant anglais. Juste encore une fois pour rappeler qu'on parle toujours de la mutation Spike N501Y qui est ici. Et vous voyez qu'il a plein d'autres mutations, et dans la spike, avec notamment des délétions, on parlera de délétions en 2 secondes, et puis ailleurs dans le génome. Donc encore une fois, on les trace avec quelques mutations, 501 et 484, mais globalement, il y a d'autres mutations qui les accompagnent. Et qui, elles aussi, peuvent avoir un rôle, même si on se concentre beaucoup sur les 500. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'excite sur la 501 et 484? Parce qu'elles sont situées dans la spike, qui donc permet l'entrée du virus dans la cellule, et plus particulièrement sur le domaine RBD, le Receptor Binding Domain, qui est, alors ça c'est vrai pour la mutation 501 dans le variant anglais, c'est vrai aussi pour la 484 et la 501 dans le variant ici sud-africain ou sud-américain. Donc des mutations qui sont dans le receptor binding domain et qui sont communes en plus à tous ces variants, c'est sûrement pas par hasard. Alors pourquoi ça nous inquiète sur receptor binding domain? Parce que c'est vraiment la partie de la protéine qui va se fixer au récepteur ACE2. Et comme ce virus est encore en train d'évoluer, c'est encore un virus qui s'adapte doucement à l'homme, mais qui n'est pas encore adapté à 100% à l'homme. Donc, ces mutations-là peuvent effectivement augmenter l'affinité du récepteur pour la CE2 humain, et pas la CE2 d'animal d'où il vient, et donc provoquer des augmentations d'affinité, et donc changer la donne en termes éventuellement d'effets d'anticorps neutralisants ou de capacité à se répandre et à se transmettre. L'autre chose qui inquiète, c'est quelques études qui ont été faites qui montrent que si on cultive un virus en présence d'anticorps neutralisants, on arrive à lui faire sélectionner et émerger des délétions dans la spike et la 484. Donc on suppose que le fait qu'il y ait des délétions dans la spike, le variant anglais comme le variant sud-africain en ont tous les deux, et l'apparition de cette 484 peut aussi s'expliquer ou induire une résistance aux anticorps neutralisants et donc diminuer l'efficacité vaccinale ou de l'immunité acquise quand on a fait un Covid. Donc éventuellement faire plus vite des réinfections que s'il n'y avait pas ces mutations. Ça a été aussi observé chez des patients traités par Regeneron, donc là un patient immunodéprimé qui lui aussi a sélectionné ce type de mutation. Il y a aussi des papiers qui ont fait très très peur en montrant que lorsqu'on avait la mutation 501, alors là c'est l'ont fait avec le variant sud-africain, on avait un pouvoir neutralisant des sérums très très réduit pour au moins la moitié des sérums. Il y a d'autres données depuis, ça fait sur les pseudoparticules virales, à mon avis c'est pas très grave, il y a d'autres données depuis qui sont plus rassurantes que ça n'était dans ce papier-là. Et donc il y a par exemple ce papier-là qui lui montre pas d'effet majeur, qu'on ait la 501, qu'on ait la 484 ou qu'on ait les deux, pareil pour la 417. Il n'y a pas une décroissance majeure du pouvoir neutralisant chez des plasmas de sujets vaccinés. Un autre papier, un des plus récents que j'ai pu trouver, pareil, qui teste la 501, presque une augmentation plus qu'une diminution. Ils font la délétion de 69-70, qui est la délétion anglaise, plus la 501, plus la fameuse 614G, et ça ne change rien. Quand ils rajoutent la 484, il y a une petite diminution, mais qui n'est pas significative. Donc il y a quand même pas mal de données qui rassurent un peu aujourd'hui sur l'efficacité vaccinale et l'efficacité de l'immunité acquise, mais on est encore dans un flou. Est-ce que ces variants pourraient induire des réépidémies ou des résistances aux vaccins plus rapide qu'attendu en tout cas. L'autre truc qui fait peur, c'est ça, c'est le fait que là où ils ont émergé, ça a été parfois des explosions épidémiques assez importantes. La première ville où le variant anglais a été observé, l'épidémie a été multipliée par 2 ou 3 en quelques semaines et ce variant est passé de 10-15% à 70% en même temps. Donc on s'est posé la question de est-ce que c'est parce que ce variant émerge que l'épidémie flambe? Je pense honnêtement que c'est l'inverse, parce que l'épidémie flambe que le variant prend la place, mais c'est pas très clair aujourd'hui, et on entend tout et n'importe quoi sur les R0. Les premières estimations dans ces villes anglaises disaient que le R0 était augmenté d'un facteur 0,4 en plus du facteur R0 de base,
ce qui peut faire des changements importants. Les Anglais aussi ont publié, présentent plusieurs données où ils disent qu'il y a 20 à 30% de plus de décès avec ce variant par rapport aux souches historiques. Là encore, il faut prendre ces données avec beaucoup de précautions. Moi, je suis très prudent avec elles parce qu'il y a un certain nombre de biais qu'on a du mal à cerner dans ces études-là. Ils ont bien travaillé, ils ont essayé de les prendre en compte au maximum, mais je pense qu'il faut qu'on attende encore un peu pour être sûr de ça et savoir si c'est vrai ou pas. En tout cas, cliniquement, au jour le jour, nous, à Bichat, quand on a des grosses épidémies nosocomiales, il y a eu quelques épidémies nosocomiales récemment, tout le monde s'est dit que ça doit être un variant pour que ça flambe si vite. Statistiquement, non, 2 fois sur 3, c'était la souche historique. Donc, c'est pas, en tout cas, à mon avis, c'est plus le comportement humain qui va induire l'épidémie que les variants, mais encore une fois, il faut être très prudent. Et c'est pour ces 2 raisons-là, transmissibilité et sévérité, qu'on les surveille comme du lait sur le feu et qu'on a un peu peur de ce que ça va donner. Ça va très vite. En France, on était à 2,5% de variants anglais début janvier. Les derniers chiffres de la semaine dernière, en Île-de-France, où on est en avance par rapport au reste de la France, on a dépassé les 50% de variants anglais actuellement. Et le variant sud-africain pointe son nez, il est à 3-4% aujourd'hui. Donc ça va assez vite. Voilà, donc en France, mais ça je vais conclure sur cette diapo-là, je vais aller très vite, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas la capacité de séquençage qu'ils ont en Angleterre, clairement. Encore une fois, les Anglais sont très particuliers, ils séquencent pratiquement tout, quasiment en temps réel. Et le reste du monde, ça dépend des pays. Il y a quelques pays, les États-Unis sont en retard, mais séquencent quand même pas mal. Le Danemark ou la Hollande sont très en avance. Et nous, en France, on est quand même plutôt dans la catégorie des en retard. On séquence, mais pas assez. Et ce qu'on fait, par contre, vu qu'on n'a pas encore les capacités de séquençage suffisantes, mais qu'on veut quand même savoir le pourcentage de variants en temps réel pour s'en sortir un peu en termes de gestion de l'épidémie, et c'est utilisé notamment au niveau politique pour ce qu'il faut confiner telle ou telle région. On screen avec des PCR spécifiques, donc c'est des PCR qui nous permettent d'identifier sur des courbes de fusion spécifiquement si on a affaire à une 501Y avec une température de fusion X, ou si au contraire on a la mutation qui permet de switch vers le Y. Dans ces cas-là, les souches présentent une courbe de fusion décalée. Donc ça, c'est une simple PCR en temps réel, entre guillemets, sans avoir à faire un séquençage complet. Et on arrive comme ça à s'en sortir à peu près pour dire combien de 501Y on a en temps réel. Et après, on va échantillonner là-dedans pour séquencer un échantillon de ça et savoir ce qui se passe un peu plus finement. Mais on en est là, encore une fois, on est en retard, on ne séquence pas tout encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je serai disponible pour vos questions à la fin. Merci pour la parole. Je suis Placide Mbal. Je suis chef de département d'épidémiologie à l'Institut national de recherche biomédicale en République démocratique du Congo, et je m'occupe aussi du laboratoire de séquençage des pathogènes à l'Institut, à l'INRB, donc dans le même institut. Et là, je vais vous présenter un peu ce que nous avons pu obtenir grâce au séquençage pour la gestion des différentes épidémies que nous avons connues en République démocratique du Congo depuis 2018. Alors, en guise d'introduction, donc là, comme plan, ce sera une introduction et les diapositives sont en anglais, mais je parlerai en français. Donc, je parlerai des différentes épidémies d'Ebola que nous avons eues. Donc, il y a eu à peu près 3 épidémies qui se sont suivies depuis 2018. Et là, on a une 4e épidémie qui a commencé il y a quelques jours. Le séquençage nous a permis également de travailler un peu sur la COVID-19. Nous parlerons un peu de la détection de certaines épidémies inconnues que nous avons pu réaliser sur place en RDC, et nous parlerons aussi de ce que nous avons pu faire lors de la nouvelle épidémie d'Ebola qui est en cours en RDC. Et comme présenté, donc là, le séquençage nous permet d'obtenir des données, et c'est énormément de données qui sont très importantes et qui permettent au fait de pouvoir déployer de manière assez appropriée et de manière assez adéquate
des contre-mesures. Par exemple, des outils de diagnostic, les médicaments, les vaccins, etc. Et cela nous permet de pouvoir très rapidement contenir ou contrôler les épidémies. Et actuellement, en RDC, nous utilisons le séquençage ciblé, soit avec ce qu'on appelle l'amplicon sequencing ou bien avec la méthode hybride capture. Nous avons deux plateformes essentiellement, le MinION et le Illumina. Donc, on a le MySeq et l'ISeq. Et nous appliquons cette technique actuellement pour pouvoir détecter très rapidement les épidémies et aussi suivre ces épidémies. Et l'exemple le plus patent, c'est vraiment ce que nous avons pu réaliser au départ avec l'épidémie d'Ebola et aussi avec la pandémie de la COVID-19. Et au départ, donc, je pense que le présentateur avant a déjà expliqué un peu ce que c'est l'amplicon sequencing. Donc, nous utilisons des amplicons spécifiques, que ce soit pour Ebola ou pour la COVID-19. Et ce sont ces amplicons qui nous permettent de pouvoir cibler le virus que nous voulons séquencer. Et nous pouvons également nous utilisons également la méthode hybride capture où nous avons des sondes biotinylées qui nous permettent de pouvoir également cibler le virus que nous voulons séquencer. Et cela, pour le moment, nous l'utilisons pour Ebola et pour la COVID, mais nous avons également des sondes qui sont panvirus qui nous permettent de pouvoir cibler les différents virus que nous pouvons retrouver dans notre échantillon. Et ce sont ces sondes qui nous permettent de pouvoir, par exemple, diagnostiquer certaines épidémies inconnues qui seraient dues aux maladies virales. Et ces sondes, comme vous pouvez le voir, et c'est constitué à peu près de 1000 segments viraux qui constitués des virus ARN, ADN, et que l'on met ensemble pour pouvoir permettre de très rapidement de détecter le virus qui est responsable qui peut être responsable de la maladie. Nous utilisons actuellement deux types de plateformes. Nous avons la plateforme Illumina et sur place, nous avons le MySeq et le ISeq, qui est la forme portable un peu de Illumina que nous avons pu déployer sur terrain pour pouvoir réaliser le séquençage sur place, sur terrain. Mais à côté, nous avons également la plateforme Nanopore que nous utilisons également pour réaliser le séquençage pour les différents pathogènes. Alors, toutes ces techniques nous permettent de pouvoir répondre à différentes questions et surtout en ce qui concerne les épidémies. Et il est important pour nous de pouvoir dire si, lorsque il s'agit d'une épidémie, est-ce que c'est une nouvelle introduction, c'est-à-dire si c'est une épidémie d'une maladie virale, est-ce que c'est une nouvelle introduction du pathogène dans la communauté, ou bien c'est une transmission persistante à partir d'une source chez qui le virus est resté, par exemple, en état latent. Et nous avons cette problématique actuellement avec le grand nombre des personnes guéries d'Ebola qui peuvent garder pendant longtemps le virus dans certains organes comme dans les spermatozoïdes et dans l'œil, etc. Alors, depuis 2018 jusqu'à présent, il y a eu plusieurs épidémies, je peux dire 4 épidémies d'Ebola
que nous avons connues en République démocratique du Congo. Et il y a eu 3 épidémies qui se sont pratiquement chevauchées. Et là, vous pouvez voir sur cette image, il y a en mai 2008, il y a la 9e épidémie qui a été déclarée à l'Équateur. Et sur la carte, à votre droite, au-dessus à votre droite, Équateur, c'est à gauche, donc en rouge. Et c'est là que l'épidémie, la 9e épidémie a eu lieu. Et lorsqu'on a déclaré la fin de cette épidémie en juillet 2018, et au même moment, on avait déjà reçu des rapports de la partie est, nord-est du pays, donc en bleu, où il y avait déjà de cas de décès dans la communauté. Et donc, on suppose que c'est pendant cette période qu'il y a eu les premiers cas d'Ebola dans cette région. Et l'épidémie a été déclarée en août 2018. Et cette épidémie a duré pratiquement 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 2020. Et avant même que l'on puisse déclarer la fin de cette épidémie, nous avons reçu des échantillons suspects dès l'Équateur encore, et c'est là que nous avons pu confirmer la 11e épidémie à l'Équateur. Et c'était très important parce que il fallait absolument dire si ces différentes épidémies étaient liées, c'est-à-dire que s'il y avait un cas qui se serait échappé d'un coin et qui a pu entraîner une épidémie ailleurs, et aussi comme c'est à l'Équateur où il y avait également des cas, il y avait une épidémie auparavant, il était important de dire est-ce qu'il y avait une source persistante, un patient guéri qui pourrait entretenir cette épidémie. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle épidémie qui est actuellement en cours et que nous avons déclarée depuis février de cette année. Et cela, c'est au Nord Kivu. Et en 2018, le séquençage nous a permis très rapidement de pouvoir dire qu'il s'agissait effectivement du virus Ebola et que c'était une souche qui était proche de la souche qu'on avait détectée en 2014, donc pratiquement 4 années avant. Et étant donné que c'était la même souche, la souche qui était proche et que c'était la souche Ebola, et il était plus facile, grâce à ces résultats, de pouvoir déployer rapidement les outils de diagnostic qui étaient déjà en place, que l'on a utilisés pendant l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest. Et on a pu également déployer des vaccins qu'on avait déjà testés en Afrique de l'Ouest, et ce qui a permis très rapidement de contenir cette épidémie. Donc, on a pu diagnostiquer très rapidement et aussi vacciner pour pouvoir couper la chaîne de transmission. Et ce travail, ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu obtenir l'appui de différents partenaires étrangers, donc l'IRD Montpellier, l'Institut Pasteur de Dakar, l'Université de Nebraska et aussi l'USAM Reed. Et ce sont ces partenaires qui ont formé des techniciens locaux, et ce sont nos techniciens locaux, nos collègues sur place qui avons, grâce à cette formation et grâce aux équipements que nous avons reçus, et nous avons mis en place cette technique sur place à Kinshasa, et nous avons également des équipements qui nous permettent de pouvoir se déployer très rapidement si jamais il y a une épidémie qui se déclare dans une zone éloignée. Et comme je l'ai dit au début, après l'épidémie de 2018, il y a cette épidémie qui a été déclarée en 2020, et donc qui a été déclarée aussi en 2018 au nord Kivu, et il était important de dire si les 2 épidémies étaient liées ou pas. Et là, vous pouvez voir sur cette image que nous avons pu montrer, grâce au séquençage, que les 2 épidémies étaient
séparées, c'était 2 épidémies séparées et qui étaient dues à des introductions différentes du virus dans les différents endroits. Et grâce à cette technique de séquençage, pendant l'épidémie de 2018 à 2020 au Nord Kivu, nous avons pu séquencer jusqu'à peu près 742 cas positifs. Et sur ces 742 qui représentent quand même à peu près, je crois, 15%, environ 15% de tous les cas, qui représentaient à peu près 15-20% de tous les cas confirmés, et ce qui est assez intéressant. Et nous avons pu aussi, grâce à cette technique, détecter par exemple des cas où il y avait des super spreaders, donc des patients qui, grâce à eux, il y a eu une propagation importante du virus et dans différentes zones de santé. Et ici, sur cette image, nous avons, au moment où nous avions commencé le décompte pour pouvoir annoncer la fin de l'épidémie, pratiquement quelques semaines, je pense, c'était à 2 jours de la déclaration de la fin de l'épidémie. Il y a eu des cas qui ont été détectés toujours dans la même région du Nord Kivu, à Beni précisément. Et grâce au séquençage, on a pu démontrer qu'il s'agissait de la même épidémie. Donc, c'était des cas qui étaient contaminés par une source persistante. Et ce qui est très difficile, c'est qu'à chaque fois que vous avez de nouveaux cas, vous recommencez le décompte des 42 jours à 0. Et c'est après la guérison de ces cas que nous avons pu reprendre le décompte et annoncer la fin de cette épidémie au mois de juillet, donc le 25 juillet 2020. Et le 25 juin 2020 et au 1er juin 2020, avant même que nous puissions annoncer la fin de l'épidémie du Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu, il y a eu des cas suspects et les échantillons ont été d'abord confirmés sur place à Mbandaka grâce à quelques machines GeneXpert qui étaient encore sur place, qui servaient au suivi des survivants dans la région de l'épidémie d'Ebola de 2018. Et nous avons, en recevant cet échantillon à Kinshasa, nous avons pu faire du séquençage et montrer qu'il s'agissait d'une nouvelle épidémie et que cette épidémie n'était pas liée à l'épidémie de 2018. Et donc, c'était une nouvelle introduction. Et nous avons déclaré la 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que tout au début de cette épidémie, nous avons reçu également d'autres cas confirmés. Et après séquençage, on a remarqué qu'il y avait 2 souches qui circulaient. Il y avait la souche de la nouvelle introduction et il y avait également des cas qui étaient contaminés par une souche persistante. Donc en vert, vous pouvez voir en bas, en vert, c'est la souche persistante et le groupe de séquences avec 2 points verts, ce sont les séquences de l'année 2018. Et en rouge, c'était des nouvelles séquences que nous avons obtenues à partir de la nouvelle introduction en 2020. Et ce qui était assez différent lorsqu'on compare l'épidémie de 2018 et 2020 dans la même région, c'est que nous avons pu, grâce à aux différentes séquences que nous avons obtenues, nous avons pu montrer que les cas étaient pratiquement dispersés dans plusieurs zones de santé. Il y avait un maximum de 13 zones de santé affectées au cours de cette épidémie, alors que
en 2018, il n'y en avait que 3 zones de santé. Il n'y avait que 3 zones de santé affectées. Et comme vous pouvez le voir, au cours de la même période, nous avons eu également la pandémie. Donc, le pays a été également frappé par la pandémie de la COVID-19. Et c'est en mois de mars que nous avons confirmé le premier cas de SARS-CoV-2 en République démocratique du Congo. Et comme vous pouvez le voir, nous avons eu notre première vague. On pense que notre première vague, d'après les données que nous avons, est survenue autour du mois de juin-juillet, et notre deuxième vague pratiquement en début du mois de janvier 2021. Et comme cela s'est fait dans la plupart des pays, au début, nous avons eu des cas importés de COVID-19. Et ensuite, lorsque le pays a décidé de fermer les frontières et de confiner le pays, il y a eu une augmentation de contamination locale. Les premières séquences que nous avons obtenues ont montré que nous avions essentiellement 7 lignées, et c'est la lignée B1 qui était majoritaire, et on a pu également détecter plusieurs introductions de la maladie, jusqu'à peu près 40-58 introductions du virus dans le pays. Et sur cette image, ce sont toutes les séquences qui ont été séquencées en Afrique, et vous pouvez voir qu'il y a eu à peu près, difficile de pouvoir compter, mais c'est un maximum de, ça doit être maintenant plus, mais au départ, on est maintenant autour de plus de 3000 séquences réalisées en Afrique. Et en RDC, ce sont les séquences que vous avez en bleu, et les ronds en vert représentent les différentes introductions qu'on a eues du virus dans le pays, et en rouge représente un peu la transmission locale du virus après les différentes introductions. La première vague de la pandémie de la COVID-19 en RDC est survenue, on pense, autour du mois de juillet, entre le mois de juin et juillet, comme vous pouvez voir sur la carte à votre gauche. Et la deuxième vague, qui semble un peu plus importante, est survenue à la fin du mois, donc on peut dire entre le mois de décembre et en début de mois de janvier. Et nous avons pu détecter sur les échantillons que nous avons reçus au cours du mois de janvier, les deux variants, donc le variant du Royaume-Uni et le variant de l'Afrique du Sud. Le variant du Royaume-Uni, nous l'avons détecté chez 2 patients, un patient de nationalité congolaise qui est revenu de la France, et chez un patient qui n'avait aucune notion de voyage, donc, et qui était à Kolwezi. Et la souche sud-africaine a été détectée chez un sujet qui est venu de la Zambie, c'est un sujet zambien qui est venu à Kolwezi pour pouvoir travailler dans les minings. Et là, ça peut expliquer ce que nous sommes en train de voir actuellement dans le pays, parce que nous avons une tendance de la courbe des cas dans l'ensemble du pays qui baisse, mais lorsqu'on regarde de près la situation épidémiologique au sud-est du pays, nous avons une augmentation de cas, comme vous pouvez le voir par exemple pendant la semaine de la semaine 6 à la semaine 7. Donc là, vous avez par exemple le Haut-Katanga. Or, au début, nous avions le hotspot qui était à Kinshasa, mais nous avons plus de cas maintenant dans le Haut-Katanga. Et peut-être que la présence de ces souches qui circulent dans cette région pourrait expliquer cette situation.
Nous avons aussi, grâce au séquençage, pu détecter une épidémie de monkeypox qui était méconnue. En fait, c'était pendant l'épidémie du Nord Kivu. Nous avons reçu des échantillons suspects de fièvre hémorragique qui étaient venus de la province de Mai-Ndombe. Et là, nous avons pu tester pour rechercher le virus Ebola, nous n'avons rien trouvé. Nous avons pu élargir pour pouvoir rechercher les autres virus qui pouvaient être responsables des fièvres hémorragiques, mais c'était négatif. Et nous avons pu réaliser le séquençage en utilisant les sondes pan-virus. Et nous avons pu détecter le monkeypox et cela a été confirmé par la PCR de ces échantillons pour le monkeypox. Et notre collègue a pu présenter ce travail lors de l'ASTMH de 2020. Récemment, au mois de février 2021, nous avons détecté une nouvelle épidémie d'Ebola au Nord Kivu, essentiellement dans la zone de santé de Biena, près de Butembo. Et il y avait plusieurs questions. Est-ce que c'est une nouvelle introduction de la maladie, donc c'est une nouvelle épidémie, ou bien c'est une épidémie qui s'est réduite à une source persistante, c'est peut-être un guéri de l'épidémie passée qui continue à arborer le virus et entraîner des contaminations. Et grâce au séquençage, nous avons pu réaliser ce travail et nous avons pu montrer qu'il s'agissait d'une contamination très probable à partir d'une souche persistante, parce que là, nous avons montré que le BTB 70725, c'est l'échantillon du nouveau cas, et les trois autres, donc là vous avez l'arbre qui est à votre gauche, et en rouge, ce sont les échantillons que nous avons séquencés récemment, et donc le BTB 70725, c'est l'échantillon du nouveau cas, et les trois autres échantillons en rouge sont les échantillons de son mari, donc le BTB 725, c'est un nouveau cas, c'était une dame, épouse d'un ancien cas confirmé qui a été déclaré guéri. Et la dame avait été vaccinée lorsque son mari était confirmé. Et c'est cette dame qui a présenté des symptômes avec des signes hémorragiques, vomissements, etc. et qui est décédée à Butembo. Et les analyses de son échantillon ont montré que c'était une souche qui était qui était pratiquement liée à la souche qui a entraîné l'épidémie en 2018. Et cette souche avait à peu près 5 mutations de différence par rapport aux souches des échantillons de son mari. On pense que c'est probablement une source persistante d'Ebola qui a pu déclencher cette épidémie, mais on ne sait pas dire exactement s'il s'agit de son mari ou d'un autre survivant, car les analyses du mari dans le sperme pendant l'année 2020 s'est révélé négatif. Alors, on n'a aucune information sur la patiente, si jamais elle a eu des cas d'avortement ou de fausse couche, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas exactement, mais on ne sait pas exactement qui est la source de cette contamination, mais on sait du moins que c'est une souche, ce n'est pas une nouvelle épidémie et que c'est une souche qui est liée à l'épidémie passée. Et comme vous pouvez le voir à votre gauche, en mettant cette séquence dans l'arbre ensemble avec les autres séquences que nous avons détectées pendant l'épidémie du Nord Kivu, nous pouvons voir que cette souche s'arbore bien avec
les autres souches qui ont été détectées dans les autres zones de santé comme Mandina, etc. Alors, pour pouvoir réaliser ce travail sur terrain, il y a vraiment de nombreux défis. Par exemple, nous avons un staff assez réduit et nous sommes contraints de pouvoir travailler sur plusieurs épidémies et répondre très rapidement aux différentes questions. Et l'approvisionnement en réactifs ne suit pas toujours. Ça devient de plus en plus difficile, et surtout avec la pandémie de la COVID-19, de pouvoir se procurer facilement en réactifs. Les équipements pour la maintenance, la réparation, nous n'avons pas de techniciens formés sur place dans le pays pour nous aider à pouvoir répondre rapidement à ce genre de situation. Et même lorsqu'il faut remplacer un équipement, c'est parfois un cauchemar parce que là, par exemple, nous avons un ISEC qui est défectueux depuis pratiquement une année et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu le remplacer. Et aussi, il faut absolument continuer, c'est-à-dire le training des techniciens, des biologistes, et le maillon un peu faible si je peux dire, de notre équipe, c'est du côté bioinformatique. Donc, nous sommes en train de pousser un peu pour voir comment améliorer le côté bioinformatique, l'analyse de données au niveau de notre équipe. Et l'autre côté, c'est vraiment le support parfois qui manque pour pouvoir déployer très rapidement les équipes lorsqu'il y a des épidémies et surtout dans des coins reculés où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et qui demandent des logistiques assez lourdes. Et notre perspective, c'est que nous puissions vraiment à la longue être en mesure de pouvoir développer encore de la métagénomique pour que nous soyons en mesure de détecter ces épidémies qui sont parfois méconnues dans nos populations. Je vous remercie.